Nous allons maintenant étudier l'anatomie du thorax en coupe transversale successive. Dans ce chapitre, nous allons revoir l'ensemble de l'anatomie de la cage thoracique sous la forme d'études de coupe horizontale. Et pour cela, nous allons tout d'abord introduire une première notion très importante, c'est celle de l'orientation des coupes que nous allons utiliser. Ce ne seront pas des coupes de type anatomique, mais des coupes de type tomodensitométrique, c'est-à-dire celles que vous aurez plus tard à étudier lors de l'interprétation d'un scanner ou d'une IRM thoracique. Voici, cerclé en rouge, le niveau de la coupe sur le thorax. Le principe sera de montrer la face caudale de la portion crâniale sectionnée. Voici la première des coupes à étudier, celle qui passe par le corps vertébral de la troisième vertèbre thoracique. Sur toutes ces coupes, nous allons simplement sélectionner que la partie centrale de la coupe, c'est-à-dire essentiellement le médiastin et les parois. Nous allons commencer tout d'abord par poser les étiquettes sur la partie ventrale de la coupe et les structures tout à fait ventrales de la coupe, derrière le plastron sternal et costal, sont les muscles infrahyoïdiens. Il y a un double rideau musculaire que nous aurons l'occasion de détailler dans le cours sur le cou et sa musculature. Plus latéralement, sur les faces latérales du sternum, nous allons placer à gauche comme à droite les vaisseaux thoraciques internes avec une artère et une veine représentées sur le schéma. Il y aura plus souvent 2 veines pour une artère. Le plan le plus antérieur dans le médiastin, c'est, nous l'avons vu, le plan veineux systémique, c'est-à-dire que derrière ces muscles infrahyoïdiens prendront place les structures veineuses qui vont former la veine cave supérieure, le tronc veineux brachiocéphalique gauche et le tronc veineux brachiocéphalique droit. Le tronc veineux brachiocéphalique droit à la coupe apparaît comme un cercle. Le tronc veineux brachiocéphalique gauche, plus horizontal, apparaît sous la forme d'un ovale allongé. Au contact des troncs veineux, nous retrouvons les nerfs phréniques, c'est-à-dire les nerfs qui vont innerver la musculature du diaphragme, le nerf phrénique droit et le nerf phrénique gauche, qui sont au contact de la plèvre qui recouvre le médiastin. En arrière du plan veineux vient le plan artériel systémique, c'est-à-dire sur la ligne médiane, devant la trachée, le tronc artériel brachiocéphalique, première branche de l'aorte, puis l'artère carotide commune gauche, et le tronc le plus dorsal, l'artère subclavière gauche. Entre l'artère subclavière gauche et la plèvre, juste derrière le nerf phrénique, nous plaçons le nerf vague gauche, c'est-à-dire le 10e nerf crânien gauche. Le nerf vague droit est, lui, sur la face latérale de la trachée, qui prend place au centre de la coupe, puisque nous l'avons vu, la trachée est l'axe central du médiastin. Derrière la trachée, l'œsophage, légèrement décalé sur le bord gauche de la trachée. C'est dans cet angle entre trachée et œsophage qu'on retrouve à la coupe le nerf laryngé inférieur gauche. En arrière, sur les faces latérales du rachis, nous retrouvons les constituants de la circulation des parois du thorax, c'est-à-dire du côté gauche la veine intercostale supérieure gauche et la veine intercostale supérieure droite sur le côté droit. Plus en arrière, nous retrouvons en coupe la chaîne sympathique, à droite comme à gauche, cette chaîne ganglionnée qui parcourt toute la hauteur de la cage thoracique. Les 2 traits noirs qui séparent le médiastin des poumons sont la plèvre pariétale d'une part et la plèvre viscérale d'autre part. Entre ces 2 feuillets, nous sommes dans la plèvre elle-même, c'est-à-dire dans la cavité pleurale.
Un élément reste à placer, c'est celui qui est entre les systèmes veineux systémiques et les muscles infrahyoïdiens. Juste derrière le sternum, c'est le thymus que nous allons détailler un peu plus loin. Autre élément lymphatique, il y a entre l'œsophage et la face antérieure du corps vertébral le conduit thoracique qui, à ce niveau, est déjà déporté sur le bord gauche du médiastin. Voici maintenant une première diapositive pour expliquer la structure de la coupe précédente. Cette première diapositive va nous montrer comment les muscles infrahyoïdiens peuvent apparaître sur une coupe située au niveau de T3. Voici un schéma à gauche qui rappelle la musculature du cou avec le muscle sternocléidomastoïdien, le muscle omoyoïdien et qui nous intéresse tout particulièrement ici, le muscle sternocléidoyoïdien et le muscle sternothyroïdien. Au-dessus, le muscle thyroïdien. Autre schéma qui montre la face dorsale du sternum et les zones d'insertion des muscles infrahyoïdiens. Tout en haut, nous retrouvons le muscle sternocléidoyoïdien et en dessous, la zone d'insertion du muscle sternothyroïdien. Sur la coupe du médiastin, la couche musculaire qui est donc la plus ventrale est bel et bien le muscle sternocléidoyoïdien et la couche musculaire dorsale, le muscle sternothyroïdien. Voici maintenant une diapositive qui va vous expliquer la disposition des nerfs vagues et de leurs branches, c'est-à-dire les nerfs laryngés caudaux. On retrouve ici la position des deux nerfs vagues gauche et droit et la position du nerf laryngé caudal gauche. Sur ce schéma, qui est une vue de face de la région cervico-médiastinale, nous retenons la position de la trachée, du larynx au-dessus, en avant la position de la circulation veineuse systémique et derrière les troncs artériels supra-aortiques. Le niveau de la coupe en T3 passe au niveau de cette ligne marquée en noir sur le schéma. Cela vous permet de comprendre que sur une telle coupe, nous n'aurons pas la possibilité de voir le nerf laryngé caudal droit qui forme sa récurrence au niveau cervical strictement sous l'artère subclavière droite. Cette diapositive va vous préciser la disposition du médiastin postérieur et insister sur les rapports entre l'œsophage et le conduit thoracique. Le conduit thoracique, c'est le grand collecteur de la lymphe qui va drainer la lymphe depuis l'étage sous-diaphragmatique jusqu'à l'étage cervical, puisque ce conduit thoracique se terminera dans la veine subclavière gauche. Puis, nous montrerons également sur cette diapositive la structure des veines de la paroi thoracique. Celles qui sont situées sur les faces latérales du rachis, tout à fait en arrière de la coupe. Voici un schéma qui est donc une vue dorsale du médiastin, après avoir enlevé l'ensemble de la paroi osseuse, c'est-à-dire le rachis et les côtes. Le niveau de coupe en T3 passe par cette ligne rouge. Au premier plan du schéma, nous trouvons en haut du schéma l'œsophage et sur son bord gauche, l'aorte descendante. En arrière de ces structures et sur les côtés, nous retrouvons les veines de la circulation azygos, veine hémiazygos supérieure à gauche et veine grand azygos à droite. Le conduit thoracique est cette structure marquée en 7 sur ce schéma, structure canalaire avec un canal
moniliforme, c'est-à-dire qu'une succession d'étranglements et de renflements. Ce canal a une trajectoire verticale ascendante et à la partie supérieure du médiastin, il va obliquer vers la gauche pour passer sur la face latérale gauche de l'œsophage, puis passer entre l'artère carotide commune gauche et l'artère subclavière gauche. Il formera une arche qui le conduira ventralement jusqu'à la face postérieure de la veine subclavière gauche ou du confluent entre la veine subclavière et la veine jugulaire interne. Sur la partie droite du schéma, nous retrouvons en pointillé la trajectoire du conduit thoracique jusqu'à son abouchement. Le conduit thoracique se termine donc après cette arche dans le confluent veineux ou, plus souvent, dans la veine subclavière gauche, à sa face dorsale ou supérieure. On retrouve par ces flèches en pointillé la trajectoire à la face postérieure de l'œsophage. Voici une diapositive qui va présenter l'organisation du système nerveux sympathique thoracique et de ses branches principales que sont les nerfs grands et petits splanchniques. Sur cette coupe, ces nerfs apparaissent sur les faces latérales du rachis en arrière du système veineux azygos. Voici une vue latérale droite du médiastin après avoir enlevé la paroi thoracique latérale. La chaîne sympathique thoracique apparaît en jaune sur le schéma comme une chaîne ganglionnée qui parcourt toute la hauteur de la cage thoracique et donc du médiastin avec un ganglion nerveux à chaque niveau du rachis. Les nerfs grands et petits splanchniques seront des branches de cette chaîne qui apparaîtront en dessous du niveau de T7. Et ainsi donc, une coupe en T3 qui passe au niveau de cette ligne blanche ne peut pas montrer les nerfs splanchniques. Seules les chaînes sympathiques thoraciques apparaissent à ce niveau. Voici une présentation du thymus. Le thymus est un organe lymphoïde qui est prépondérant dans le médiastin de l'enfant et qui, à partir de l'âge de 20 ans, va involuer pour persister au cours de la vie adulte sous la forme d'un reliquat lymphoïde et surtout adipeux. Le thymus est un organe lymphoïde très ventral dans le médiastin. Il est en avant du plan veineux systémique, en avant de la convergence des troncs veineux brachiocéphaliques gauche et droit. Le thymus est constitué d'un corps thymique qui est strictement médiastinal et de deux prolongements cervicaux qu'on appelle les cornes thymiques qui attachent le thymus au pôle inférieur de la glande thyroïde. Le thymus est véritablement enveloppé d'une gaine. Le thymus est donc dans un sac dans le médiastin. Et voici un dessin d'une vue opératoire qui montre le relèvement de ce sac thymique en dessus de la convergence des troncs veineux brachiocéphaliques gauche et droit. Une petite veine thymique attache le sac thymique au tronc veineux brachiocéphalique gauche qui est pratiquement horizontal sur le schéma. Voici donc la loge thymique. Et voyez qu'à l'intérieur de cette loge thymique presque transparente, on aperçoit le corps du thymus, mais aussi des nœuds lymphatiques. Et voici enfin, sur une coupe sagittale qui passe par le plan médian, la position du thymus dans une enceinte fermée, dans sa loge thymique, immédiatement en arrière du plastron sternal. Et on aperçoit la face postérieure du thymus, cette veine de drainage, cette veine thymique qui attache le thymus au tronc veineux brachiocéphalique gauche. Le système d'attache qui suspend le thymus au pôle inférieur de la thyroïde
prend le nom de ligament thyrothymique. C'est sans doute un terme impropre, il ne s'agit pas d'un véritable ligament, mais il y a entre le thymus et la thyroïde des structures fibreuses extrêmement denses qui ont conduit à utiliser ce terme de ligament. Voici maintenant une coupe horizontale qui passe au niveau de T4. C'est la coupe classique qui est dite la coupe des crosses. C'est en effet à ce niveau que l'on retrouvera une coupe de l'arc aortique, de la crosse de l'aorte, et aussi de l'arc azygos, de la crosse de la veine grand azygos. Nous allons commencer par placer les éléments anatomiques de l'avant vers l'arrière. Et de nouveau, nous retrouvons les muscles infrahyoïdiens plaqués contre l'os du sternum et des cartilages costaux. L'élément le plus ventral, c'est le thymus, qui conserve une forme triangulaire avec une pointe, un dièdre en avant et une face plane en arrière. Sur les côtés de la coupe, nous retrouvons les vaisseaux thoraciques internes gauche et droit. Puis, le système veineux systémique est représenté sur cette coupe par la veine cave supérieure ou veine cave crâniale, qui est formée par la convergence des deux troncs veineux brachiocéphaliques gauche et droit. Dans ce plan de coupe, on retrouve la terminaison du tronc veineux brachiocéphalique gauche, qui barre encore la face antérieure du médiastin. À la face postérieure de la veine cave supérieure se termine la veine grand azygos, ou plus exactement l'arche de la veine grand azygos. Sur la face latérale de la veine cave, on retrouve une coupe du nerf phrénique droit. Le nerf phrénique gauche est lui compris entre la plèvre médiastinale et l'arc aortique. Les nerfs cardiaques sont des petits filets nerveux qui vont courir sur les faces latérales, internes et externes de l'arc aortique. Le nerf vague gauche est sur la face latérale de l'arc aortique, juste sous la plèvre médiastinale, un peu en arrière du nerf phrénique gauche. Le nerf laryngé inférieur gauche ou nerf laryngé caudal gauche est toujours dans l'angle entre l'œsophage et la trachée, en dedans de l'arc aortique. Ces pointillés jaunes rappellent simplement que dans un plan de coupe sous-jacent, ce nerf laryngé inférieur gauche va quitter le nerf vague gauche pour prendre sa place qui lui sera définitive dans le médiastin entre trachée et œsophage. Le nerf vague droit se retrouve sur le bord latéral droit de l'œsophage. Les éléments les plus postérieurs sont là encore la circulation des parois du thorax, essentiellement à la coupe la veine grand azygos à droite, la chaîne sympathique droite, et à gauche, la veine hémiazygos supérieure gauche et la chaîne sympathique gauche. Le conduit thoracique est entre l'œsophage et la face antérieure du corps vertébral. Voici une diapositive qui va expliquer le parcours de la circulation azygos jusqu'à sa terminaison à la face postérieure de la veine cave supérieure. Voici une vue latérale droite du médiastin, après avoir ôté la paroi thoracique, osseuse et cartilagineuse. En bleu, on suit les contours de la veine cave supérieure, qui reçoit le tronc veineux brachiocéphalique gauche. Et ici en bleu maintenant, le parcours de la veine grand azygos qui se termine par une arche qui passe au-dessus du pédicule pulmonaire et qui se termine à la face postérieure de la veine cave supérieure.
Le plan de coupe que nous présentons à droite passe au niveau de ce double trait jaune. Voici maintenant la présentation des trajectoires des nerfs phréniques. Ces nerfs qui sont destinés à mettre en mouvement les muscles du diaphragme. Ces nerfs vont parcourir toute la hauteur du médiastin sur les faces latérales. Ils sont immédiatement sous la plèvre médiastinale. Ils ont une trajectoire un peu dissymétrique, puisque vous le voyez sur le côté gauche de la diapositive, qui est une vue latérale droite du médiastin, le nerf phrénique va être plaqué contre la veine cave supérieure, puis contre l'atrium droit du cœur, et enfin contre la veine cave inférieure, pour arriver au niveau du diaphragme et donner ses branches pour le diaphragme, mais aussi son rameau abdominal. Le schéma de droite présente une face latérale gauche du médiastin. Le nerf phrénique, souligné en jaune, est plus ventral. Il va être sur la face latérale de l'aorte, puis du tronc pulmonaire, puis il va se terminer sur le diaphragme, un peu en arrière de l'apex du cœur. Les niveaux de coupe que l'on vient de présenter sont schématisés ici par ces lignes rouges. Et nous retrouvons donc bel et bien les nerfs phréniques à gauche entre l'aorte et la plèvre médiastinale, à droite entre la veine cave supérieure et la plèvre médiastinale. Cette diapositive vous rappelle la position des vaisseaux thoraciques internes, c'est-à-dire des artères et veines thoraciques internes. Voici à gauche la circulation artérielle depuis l'arc aortique jusqu'aux différentes branches des troncs supra-aortiques. En beige apparaissent en haut la glande thyroïde, en dessous le thymus, et en superposition le contour du sternum et des cartilages costaux. Les vaisseaux thoraciques internes, ici les artères thoraciques internes, sont des branches des vaisseaux subclaviés. Il est important de noter que ces artères thoraciques internes vont donner une petite branche dite diaphragmatique supérieure, à gauche comme à droite. Cette petite branche diaphragmatique supérieure va participer à la circulation artérielle du diaphragme. Ces petites branches sont surtout satellites des nerfs phréniques. Elles vont également nourrir le nerf phrénique sur toute sa trajectoire médiastinale. Voici une coupe passant au niveau du corps vertébral de T6. Nous allons commencer par la description des éléments les plus antérieurs et à ce niveau, contre la paroi thoracique antérieure, nous plaçons les vaisseaux thoraciques internes, gauche et droit. Entre les deux récessus pleuraux des poumons gauche et droit prend place le thymus avec cette forme toujours triangulaire spécifique. En arrière du thymus, ce double trait noir enferme le récessus péricardique antérieur. Puis, sur les côtés, nous retrouvons les trajectoires des nerfs phréniques droit et gauche, accompagnés des vaisseaux diaphragmatiques supérieurs. La veine cave supérieure est aux côtés de l'aorte ascendante, un peu en arrière d'elle. Puis, après les vaisseaux systémiques, vient prendre place en arrière la circulation pulmonaire. Nous retrouvons en rouge la veine pulmonaire supérieure gauche et la veine pulmonaire supérieure droite. Et en arrière de ce plan veineux pulmonaire, les branches de division de l'artère pulmonaire. Artère pulmonaire droite, artère pulmonaire gauche.
En arrière de la division de l'artère pulmonaire en ses branches gauche et droite, viennent les bronches qui se divisent, bronche principale gauche, bronche principale droite. La bronche principale gauche est coupée de façon plus horizontale, elle apparaît donc sur un plus long tronçon que la bronche droite qui est coupée transversalement. Entre les deux bronches principales, nous retrouvons les nœuds lymphatiques de la bifurcation trachéale qui sont constants. Et contre l'œsophage qui est en arrière des nœuds lymphatiques, le nerf vague droit. Le nerf vague gauche est à ce niveau de coupe, derrière la branche principale gauche. Il rejoindra progressivement l'œsophage dans les coupes inférieures. Puis l'aorte descendante, et entre l'œsophage, l'aorte descendante et le rachis, nous retrouvons, presque sur la ligne médiane, le conduit thoracique lymphatique. Et en arrière, les éléments vasculaires et nerveux des parois, les veines grand azygos à droite, les veines hémiazygos supérieures gauche, et les deux chaînes sympathiques. Voici une diapositive qui va préciser la position des nœuds lymphatiques principaux du médiastin axial. Voici à gauche une représentation de la trachée qui se divise en ses deux bronches principales et une représentation des nœuds lymphatiques de la bifurcation trachéale. Sur ce schéma, la trachée est représentée enveloppée d'une gaine. C'est la gaine propre de la trachée. C'est dans cet espace que le chirurgien glisse le médiastinoscope, c'est-à-dire l'outil optique qui permet d'explorer les nœuds lymphatiques principaux du médiastin axial jusqu'au niveau des nœuds lymphatiques de la bifurcation, qui est le niveau inférieur de recherche du chirurgien. Voici une face dorsale du médiastin sur un bloc cœur-poumon disséqué. La trachée a été ôtée et seuls persistent donc les gros vaisseaux qui partent et qui rejoignent le cœur. Nous retrouvons l'arc aortique qui est volontairement déroulé, puis l'artère pulmonaire gauche, et entre les deux, l'attache du ligament artériel. L'artère pulmonaire droite qui est plus longue, qui traverse le médiastin, et en dessous des artères pulmonaires, la convergence des quatre veines pulmonaires, supérieure gauche, supérieure droite, inférieure gauche et inférieure droite, qui, comme des rayons de roue, convergent vers l'atrium gauche. Voici une coupe médiastinale passant au niveau du corps vertébral de T9. Nous commençons le descriptif par la partie ventrale, c'est-à-dire l'installation sur la coupe des vaisseaux thoraciques internes, gauche et droit, juste derrière les cartilages costaux. Voici le sac péricardique, qui est en fait la structure comprise entre cette double ligne noire, péricarde pariétal et péricarde viscéral. En T9, nous retrouvons une coupe qui passe par les quatre cavités cardiaques, les deux atria et les deux ventricules. Dans la paroi du cœur, nous retrouvons des coupes des vaisseaux coronaires gauche et droit. Et dans l'espace compris entre le sac péricardique et le sac pleural, on retrouve les nerfs phréniques à gauche et à droite, accompagnés des vaisseaux diaphragmatiques supérieurs. Voici la veine pulmonaire inférieure gauche qui rejoint l'atrium gauche, et en arrière, entre le récessus péricardique qui est le sinus oblique à ce niveau et le rachis, l'aorte descendante,
À ses côtés, le conduit thoracique, juste sur la ligne médiane devant le rachis. Puis, encore plus en arrière, la veine hémiazygos inférieure gauche, la chaîne sympathique gauche. À droite, voici la veine pulmonaire inférieure droite qui rejoint l'atrium gauche. En arrière du sinus oblique, du côté gauche du médiastin, l'œsophage. Et autour de l'œsophage, les filets nerveux du nerf vague droit et du nerf vague gauche. À ce niveau de coupe, les deux nerfs vagues sont enfin plaqués contre la paroi œsophagienne. En arrière, une coupe qui passe par la veine grand azygos, puis, encore plus en arrière, la coupe de la chaîne sympathique droite.